Michel Aycan de Montaigne, seigneur de Montaigne I, plus connu sous la simple dénomination de Montaigne, né le 28 février 1533 et mort le 13 septembre 1592 au château de Saint-Michel de Montaigne, Dordogne, est un philosophe, humaniste et moraliste français de la Renaissance, ainsi qu'un écrivain érudit. Enfant puis adolescent éduqué par son père Pierre Aycan de Montaigne dans la ferveur humaniste et polyglotte, le jeune Michel Aycan se mue en étudiant batailleur et aventureux menant une vie itinérante parfois dissolue. Devenu pleinement adulte, homme à la santé allègre, de caractère bouillonnant, mais toujours avide lecteur, il entame en 1554 à la cour des aides de Périgueux un cursus professionnel au sein de la magistrature de la province de Guyenne qui le mène en 1556 au Parlement de Bordeaux occuper un poste de conseiller pendant 13 ans. Pendant 5 ans, il noue une progressive et solide amitié avec un aîné conseiller, Étienne de la Boétie. La mort de ce dernier en août 1563 le bouleversa, tout en lui donnant l'occasion de concrétiser ses idées stoïques. Muté à la chambre des enquêtes, il y devient un diplomate de premier niveau, chrétien sincère contre les ligueurs et fidèle au roi de France. Promu après sa retraite en octobre 1571 en gentilhomme de la chambre du roi, avec le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Michel. À la mort de son père en juin 1568, Michel hérite de la terre et du titre de seigneur de Montaigne, et, désormais riche, peut se défaire de sa charge de magistrat diplomate. En juillet 1570, Montaigne se consacre à l'écriture et à l'édition de. Cet art de l'otium ne l'empêche pas de prendre une part active à la vie politique en Aquitaine, devenant par 2 fois maire de Bordeaux de 1581 à 1585, et même de devenir un des négociateurs clés entre le maréchal de Matignon, lieutenant du roi pour la Guyenne et Henri de Navarre, le jeune chef bourbon du parti protestant et royal suivant l'engagement réformé rigoureux de sa mère, Jeanne d'Albret III. Probablement dès la fin mars 1578, il constate qu'il est victime de petits calculs urinaires, et en 18 mois, la gravelle, maladie responsable de la mort de son père, s'aggrave et s'installe durablement. Désormais le plus souvent souffrant ou maladif, il cherche à hâter ses écrits et à combler ses curiosités, il essaie ainsi de guérir en voyageant vers des lieux de cure, puis voyage vers les contrées qui l'ont fasciné durant sa jeunesse. Les essais entrepris en 1572 et constamment continués et remaniés jusqu'aux derniers mois avant sa mort sont une œuvre singulière tolérée par les autorités puis mise à l'index par le Saint-Office en 1676. Ils ont nourri la réflexion des plus grands auteurs en France et en Europe, de Shakespeare à Pascal IV et Descartes, de Nietzsche et Proust à Heidegger. Le projet de se peindre soi-même pour instruire le lecteur semble original. Si l'on ignore les confessions de saint Augustin, je n'ai d'autre objet que de me peindre moi-même. CF introspection, ce ne sont pas mes actes que je décris, c'est moi, c'est mon essence. 5. Saint Augustin dans ses confessions retraçait l'itinéraire d'une âme passée des erreurs de la jeunesse à la dévotion au Dieu de Jésus-Christ dont il aurait eu la révélation lors d'un séjour à Milan. Jean-Jacques Rousseau cherchera à se justifier devant ses contemporains. Stendhal cultive l'égotisme. À la différence de ces trois-là, Montaigne développe l'ambition de se faire connaître à ses amis et parents, celle d'explorer le psychisme humain, de décrire la forme de la condition humaine. S'il proclame que son livre ne sert à rien au lecteur, parce qu'il se distingue des traités de morale autorisés par la Sorbonne, Montaigne souligne quand même que quiconque le lira pourra tirer profit de son expérience. Appréciée par les contemporains, la sagesse des essais s'étend hors des barrières du dogmatisme, et peut en effet profiter à tous, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. 6. Le bonheur du sage consiste à aimer la vie et à la goûter pleinement, c'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir loyalement de son être. 7. Biographie. Origine familiale. Le château de Montaigne a été presque complètement détruit par un incendie en 1885, mais la tour où se trouvait la bibliothèque de Montaigne a échappé au feu et est donc demeurée inchangée depuis le XVIIe siècle. Michel de Montaigne,
Prononcé montagne car autrefois on mettait un i devant le gn pour indiquer la prononciation, est issu d'une famille anoblie de riches négociants bordelais en morue salée 8, les Aïcans. Peyre Aïcan est mentionné en 1358 comme marchand et bourgeois de Bordeaux 9. En 1477, son arrière-grand-père, Ramon Aïcan, 1402 à 1478, fait l'acquisition de la petite seigneurie périgourdine de Montaigne, composée de terres nobles et d'une maison forte, arrière-fief qui dépend pour la justice et pour l'hommage féodal de la baronnie de Montravel, laquelle, depuis l'an 1300, est vassale de l'évêché de Bordeaux 10. Soucieux de développer son influence et ses ressources, Ramon Aïcan devient fermier des revenus de l'archevêché de Bordeaux. Cette acquisition est la première étape de l'accession à la noblesse 11. Son grand-père, Grimond Aïcan, 1450 à 1519, fils de Ramon Aïcan et de Isabeau de Ferrègue, 1428 à 1508, reste marchand et continue à faire prospérer la maison de commerce de Bordeaux 12. Sophie Gemme suppose une origine marane aux Aïcan 13. Son père, Pierre Aïcan, premier de la famille à naître au château de Montaigne, en 1495, rompt avec le commerce et embrasse la carrière des armes. Il participe aux campagnes d'Italie. Le 30 septembre 1519, noble homme, Pierre Aïcan, seigneur de Montaigne, écuyer, rend hommage à Jean de Foix, archevêque de Bordeaux, suzerain de la baronnie de Montravel. Sa roture est définitivement éteinte 14. En 1529, il épouse Antoinette de Loup de Villeneuve, ou Lopez de Villanueva, fille et nièce de marchands toulousains et bordelais enrichis dans le commerce du pastel. Antoinette de Loup est fille de Pierre de Lopez et d'Honorette Dupuis, d'Auch. Pierre de Lopez est fils d'Antoine Lopez, bourgeois de Saragosse 15 d'origine espagnole, descendant selon certains de juifs convertis 16 mais parfaitement intégrés dans le cadre de la société française et chrétienne. Les Loups de Villeneuve jouissent d'une fortune identique à celle des Aïcans, mais sont en retard sur eux d'une génération dans l'accession à la noblesse. Ils abandonneront le nom de Loup pour celui de Villeneuve, comme Montaigne celui d'Aïcan. Les deux premiers enfants du couple meurent en bas âge, Michel, arrivé au monde, entre 11h et midi, le dernier jour de février de l'an 1533, 17 est le premier qui survit. Il sera l'aîné de 7 frères et sœurs. Pierre de Montaigne, excellent gestionnaire de ses biens, arrondit son domaine avec l'aide de son épouse, forte personnalité et intendante hors pair, par achat ou par échange de terre 18. Reconnu et considéré par ses concitoyens bordelais, il parcourt tous les degrés de la carrière municipale avant d'obtenir en 1554 la mairie de Bordeaux. Si Michel de Montaigne montre dans les essais son admiration et sa reconnaissance pour son père, il ne dit presque rien de sa mère. Il aurait eu des rapports tendus avec elle. Pierre de Montaigne devait en être conscient, qui a pris soin dans son testament de définir dans les moindres détails les conditions de cohabitation entre la mère, fière d'avoir par son travail avec son mari, grandement évalué, bonifié et augmenté, la maison de Montaigne, comme elle l'écrit dans son testament de 1597, 5 ans après la mort de Michel, et le fils qui s'est contenté de jouir paisiblement de l'héritage acquis. Montaigne est le frère de Jeanne Aïcan de Montaigne, marié à Richard de Lestonac, et donc l'oncle de Sainte-Jeanne de Lestonac. Éducation. Armoirie de Montaigne. Je porte d'azur semé de trèfles d'or, à une patte de lion de même, armée de gueules, quel privilège à cette figure pour demeurer particulièrement dans ma maison. Essai, I, 46. Le bon père que Dieu me donna m'envoya dès le berceau, pour que j'y fusse élevé, dans un pauvre village de ceux qui dépendaient de lui et m'y maintint aussi longtemps que j'y fus en nourrice et encore au-delà, m'habituant à la plus humble et à la plus ordinaire façon de vivre 19 points, écrit Montaigne qui ajoute. La pensée de mon père visait aussi à une autre fin, m'accorder avec le peuple et cette classe d'hommes qui a besoin de notre aide, et il estimait que je devais être obligé à regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos. Son dessein n'a pas mal réussi du tout, je me dévoue volontiers envers les petits. Père cultivé et tendre,
Pierre Elkan donne à son fils de retour au château une éducation selon les principes humanistes, en particulier inspiré du de Purie instituant d'Erasme, se proposant à l'époque de lui donner le goût de l'étude, par une volonté non forcée et de son propre désir vain. L'enfant est élevé sans contrainte. La sollicitude paternelle va jusqu'à le faire éveiller, par un joueur d'épinette, pour ménager ses sens fragiles. Vers 2 ans, il quitte sa nourrice puis a pour précepteur domestique un médecin allemand nommé Horstanu, qui doit lui enseigner les humanités et entretenir l'enfant en latin seulement, seconde langue de toute l'élite européenne cultivée, comme une langue maternelle, règle à laquelle se plie également le reste de la maisonnée. C'était une règle inviolable que ni mon père, ni ma mère, ni valet, ni chambrière n'employassent, quand ils parlaient en ma compagnie, autre chose que des mots latins, autant que chacun en avait appris pour baragouiner avec moi. La méthode réussit parfaitement. Sans livre, sans grammaire, sans fouet et sans larmes, j'avais appris du latin, un latin aussi pur que mon maître d'école le connaissait. Mais, ajoute Montaigne, j'avais plus de 6 ans que je ne comprenais pas encore plus de français ou de périgourdin que d'arabe. 21. De plus, le maître latin, nostalgique, lui confie bien plus que des rudiments dans ses langues natales tudesques, dialectes et langues nobles confondues. De 7 à 13 ans, Montaigne est envoyé suivre le cours de grammaire et de rhétorique au collège de Guyenne à Bordeaux, au lieu de l'humanisme bordelais, dirigé par un Portugais, André de Gouvéa, entouré d'une équipe renommée, Cordier, Vinet, Buchanan, Visagier. Rétif à la dure discipline de l'époque, il gardera le souvenir des souffrances et des déplaisirs subis. Le collège est une vraie geôle pour une jeunesse captive. On la rend déréglée en la punissant de l'être avant qu'elle le soit. La belle manière d'éveiller l'intérêt pour la leçon chez des âmes tendres et craintives que de les y guider avec une trogne effrayante, les mains armées de fouets vains. Il y fait cependant de solides études et y acquiert le goût des livres, il lit Ovide, Virgile, Terence et Plaute, du théâtre. Gouvéa encourageait la représentation des tragédies en latin, de la poésie latine, et des joutes rhétoriques, véritable gymnastique de l'intelligence selon Erasme. On ne sait presque rien de sa vie de 14 à 22 ans. On retrouve le jeune Montaigne vers 1556 conseiller à la cour des aides de Périgueux, reprenant la charge de son père qui était devenu maire de Bordeaux pour 2 ans, au moment des guerres de religion. Ses biographes en ont déduit qu'il avait suivi, dans le collège de Guyenne, des cours de philosophie de la faculté des arts où enseignait l'humaniste Marc-Antoine Muret puis fait des études de droit à l'université de Toulouse, de Paris ou probablement dans ces 2 villes, rien ne permet à ce jour de trancher de façon décisive. 22. La carrière juridique peut surprendre pour un aîné traditionnellement dirigé dans la noblesse vers la carrière des armes, la diplomatie ou les offices royaux. À l'inverse de son père, Montaigne était peu doué pour les exercices physiques à l'exception de l'art de l'équitation, où il se révèle un cavalier accompli. Son tempérament nonchalant a peut-être déterminé Pierre Elkan à orienter son fils vers la magistrature. La religion de Montaigne. Oratoire de Montaigne dans sa tour. Montaigne a été élevé dans la religion catholique et en respectera toutes les pratiques jusqu'à sa mort. Ses contemporains n'ont pas douté de la sincérité de son comportement. Ses convictions intimes sont-elles en harmonie avec cette dévotion extérieure ou se contente-t-il, plus probablement, d'accepter la religion en usage dans son pays? Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. 23. Ce n'est pas par la réflexion ou par notre intelligence que nous avons reçu notre religion, c'est par voie d'autorité et par un ordre étranger. 24. Les interprétations sont contradictoires. À la fin des essais, 3, 13, Montaigne, par le biais prudent d'une citation d'Horace, recommande non son âme, mais la vieillesse, non aux dieux chrétiens mais à Apollon. On a vu en lui un incrédule, Sainte-Beuve, André Gide, Marcel Conche, un catholique sincère, Villy, un esprit favorable à la réforme, Nacan 25, un fidéiste, Tournon 26, Onfray 27, un nouveau chrétien contraint de taire les origines juives de sa famille, Gemme 28. L'on se rappellera pourtant qu'il séjourna 3 jours à Lorette du 23 au 26 avril 1581.
Il a alors plus de 50 ans, et a déjà écrit ses essais. Il fait alors ses dévotions à la Sainte Maison, y dépose un ex-voto d'argent avec la figure de la Vierge et les figures de sa propre personne, celle de sa femme et de sa fille, et parle du lieu de pèlerinage dans les marches comme d'un lieu d'infini miracle 29. Pour Maître Indriano, la pensée religieuse de Montaigne, 193 630, la sincérité du catholicisme de Montaigne ne fait pas de doute, de même que son hostilité à la réforme qu'il qualifie de « nouvelleté dangereuse ». Ainsi, le scepticisme professé dans l'apologie de Raymond Sebon s'oppose précisément au rationalisme. Pour Driano, Montaigne critique la raison pour sauver la foi. Maître Indriano ne manque pas en ce sens de mettre en avant la vie de Montaigne, considérant que se limiter à l'étude des textes peut conduire à des mésinterprétations regrettables. Par ses origines, Montaigne appartient à une lignée de fervents catholiques, tant du côté paternel que du côté maternel. Il épouse une femme pieuse. Si une de ses sœurs est passée à la Réforme, il travaille de tout son pouvoir à convertir sa fille, la bienheureuse Jeanne de Lestonac, qui fonda un ordre tout dévoué à la défense de l'Église. Par ailleurs, l'illustre ami de Montaigne, Étienne de la Boétie, est un catholique fervent et les entretiens qu'il a avec celui-ci à son lit de mort sont empreints du plus pur esprit chrétien. Au cours de son voyage à Rome, l'auteur des essais trouve plaisir à entendre les sermons prononcés dans les diverses églises. Il entre en relation avec le jésuite Maldonat, pour l'ordre duquel il professe la plus haute estime et dont il proclame le rôle éminent dans l'Église, avec un accent qui ne se comprendrait pas dans la bouche d'un catholique tiède ou hésitant. Le philosophe Guillaume Cazot 31 voit, quant à lui, en Montaigne un catholique coutumier, dont la croyance en la vérité du christianisme est douteuse 32, qui admet certes l'existence de Dieu 33, sans pour autant avoir à proprement parler la foi et qui finit par afficher une certaine tendance au naturalisme à la manière d'un Spinoza, comme si, au terme de l'entreprise monumentale des essais, Dieu finissait par se fondre dans la nature. 34. Les essais, reçus avec indulgence à Rome lors de son voyage de 1581, le Saint-Office lui demandera seulement de retrancher ce qu'il jugerait de mauvais goût. Il ne comportait alors que les 2 premiers livres, seront mis à l'index en 1676 à la demande de Bossuet. Magistrat, 1556 à 1570. Portrait présumé de Michel de Montaigne, vers 1565. De l'âge de 22 ans à celui de 37 ans, Montaigne siège comme magistrat d'abord à la cour des aides de Périgueux puis, après sa suppression en 1557, au Parlement de Bordeaux, où siègent déjà son oncle et 2 cousins de sa mère, sans compter le grand-père et le père de sa future femme ainsi que son futur beau-frère. Le Parlement de Bordeaux comporte une grande chambre ou chambre des plaidoiries et 2 chambres des enquêtes chargées d'examiner les dossiers trop complexes. Montaigne est affecté à l'une d'elles. Le Parlement ne se contente pas de rendre la justice. Il enregistre les édits et ordonnances du roi qui sans cela ne sont pas exécutoires. En période de trouble, la période des guerres de religion s'ouvre en 1562 et va durer 30 ans. Il collabore avec le gouverneur de la ville nommé par le roi et le maire élu par la municipalité pour maintenir l'ordre public et peut lever des troupes. Ses membres se recrutent par cooptation, les charges se vendant ou se transmettant par résignation. La charge d'un conseiller au Parlement comporte aussi des missions politiques. Celles à la cour sont les plus recherchées. On en recense une dizaine pour Montaigne à la cour de Henri II, François II et Charles IX. Séduit par le climat de la cour, Montaigne, trop indépendant pour devenir un courtisan, n'a pas cherché à y faire carrière et en a critiqué les défauts 35. Rappelons quelques missions du diplomate du gouvernement de Guyenne. En 1559, Michel Aycan rejoint la cour du jeune François II à Paris, puis suit ce dernier jusqu'à Bar-le-Duc. En 1561, il est avec la cour au siège de Rouen. En juin 1562, il fait serment de fidélité à la religion catholique à la cathédrale de Paris. La Boétie. Gravure tirée de la publication mensuelle de 1839 Mosaïque du Midi.
L'événement le plus marquant de cette période de sa vie est sa rencontre à 25 ans avec la Boétie. La Boétie siège au Parlement de Bordeaux. Il a 28 ans, il meurt à 32 ans. Orphelin de bonheur, marié, chargé par ses collègues de mission de confiance, pacification de la Guyenne durant les troubles de 1561, il est plus mûr et plus connu que Montaigne. Juriste érudit avec une solide culture humaniste, il écrit des poésies latines et des traités politiques. Son ouvrage le plus connu est le Discours de la servitude volontaire, également nommé le Contre-un, que Montaigne voulait insérer dans les essais, mais Montaigne s'en est abstenu quand les protestants prétendirent présenter l'ouvrage de la Boétie comme une opposition au pouvoir royal catholique. L'amitié de Montaigne et de la Boétie est devenue légendaire. Montaigne a écrit dans la première édition des essais. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer. C'est dans l'édition posthume de 1595 dite, d'après l'exemplaire de Bordeaux, qu'on lit la formule célèbre « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Cet ajout a été écrit par l'auteur dans la marge de son exemplaire personnel, édition de 1588, d'abord « parce que c'était lui », puis d'une autre encore « parce que c'était moi ». Montaigne qui, fort sociable, a eu beaucoup d'amis ordinaires, a jugé exceptionnelle cette amitié, comme on en rencontre tchou, une fois en 3 siècles. Nos âmes ont marché si uniment ensemble, que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui qu'à moi à mon sujet, c'est un assez grand miracle que de se doubler 36. Son admiration pour la grandeur intellectuelle de son aîné s'allie à de profondes affinités culturelles et à un parfait accord idéologique dans cette période de guerre religieuse. Mais, 4 ans après leur rencontre, Étienne de la Boétie meurt, sans doute de la peste ou de la tuberculose, en 1563. Il conserve pendant 3 jours d'agonie une force d'âme qui fascine Montaigne et qu'il veut faire connaître, d'abord dans une lettre à son père, puis dans un discours publié en 1571 en postface aux œuvres de son ami. Il n'est action ou pensée où il ne me manque, écrit Montaigne 36, j'étais déjà si formé et habitué à être deuxième partout qu'il me semble n'exister plus qu'à demi. Il va dès lors songer à perpétuer son souvenir, d'abord en publiant ses œuvres adressées à de hauts personnages, puis en continuant seul le dialogue avec son ami, dialogue intérieur qui aboutira aux essais. Mariage. Il semble que Montaigne ait voulu soulager le mal causé par la perte de son ami par des aventures amoureuses, ponctuées par des périodes de lecture assidue. La passion pour les femmes que Montaigne eut très jeune et tout au long de sa vie se confond chez lui avec le désir sensuel. Je trouve après tout que l'amour n'est pas autre chose que la soif de la jouissance sur un objet désiré et que venu n'est pas autre chose non plus que le plaisir de décharger ses vases, qui devient vicieux ou s'il est immodéré ou s'il manque de discernement 37. Qu'a fait aux hommes l'acte génital qui est si naturel, si nécessaire et si légitime pour que nous n'osions pas en parler sans honte. 3 chapitres des essais, de la force de l'imagination, les 3 commerces, et, sur des vers de Virgile, parle de ses expériences amoureuses. Mais on ne lui connaît aucune passion, aucune liaison durable. Cet amoureux des femmes n'aurait-il, en fin de compte, aimé qu'un homme, se demande Jean Lacouture 38. Il écrira cependant, Essai, 3, 5, que les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. 39. Cette période de dissipation et de débauche cesse en 1565, mais Michel devient alors plus que jamais un lecteur assidu, un homme bien souvent mélancolique. Il se laisse marier. Il épouse le 23 septembre 1565, après un contrat passé le jour précédent devant le notaire d'Estival, Françoise de la Cassaigne, qui a 20 ans, d'une bonne famille de parlementaires bordelais 40. Concession de toute évidence faite à ses parents car la bonne Françoise est aussi une proche parente de sa tante. On ne sait si le mariage de Montaigne a été heureux, les avis de ses biographes divergent. On sait que Montaigne, avec toute son époque, distingue le mariage de l'amour.
Convaincu de son utilité, il se résigne à suivre la coutume et l'usage mais dort seul dans une chambre à part. On sait cependant que sa femme a montré, après sa mort, beaucoup de soins de sa mémoire et de son œuvre. 4. La mort de son père, depuis longtemps accablé par la gravelle, en juin 1568, ce qui le met en possession d'une belle fortune et du domaine familial qui lui permettent de vivre de ses rentes, et peut-être celle prématurée de 5 de ses 6 filles l'affecte et l'invite à se retirer des affaires et abandonner sa charge de magistrat. 42. Il demande néanmoins en 1569 son admission à la Grande Chambre, promotion qui lui est refusée. Il préfère alors se retirer et résigne sa charge en faveur de Florimond de Raimond le 23 juillet 157 1043. Éditeur et écrivain, 1571 à 1592. Portrait présumé de Michel de Montaigne. En démissionnant du Parlement, Montaigne désire changer de vie. Il se retire sur ses terres, désireux de jouir de sa fortune, de se consacrer à la fois à l'administration de son domaine et à l'étude et à la réflexion. Mais sa retraite n'est pas une réclusion. Quand le roi le convoque et que l'OST ou la diplomatie l'appelle, il se comporte comme un vrai seigneur. Il fait la guerre, s'entremet entre les clans lorsqu'on le lui demande, accepte la mairie de Bordeaux lorsqu'il est élu, sans rechercher les honneurs toutefois et surtout sans consentir à enchaîner sa liberté. En 1571, il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel par Charles IX qui l'inscrit encore pour le nommer gentilhomme ordinaire de sa chambre en 1573, charge purement honorifique mais très prisée. Montaigne fait graver dans ses armoiries le litre collier. Henri de Navarre, le chef du parti protestant, futur Henri IV, fait de même en 1577. Il ne faut pas être grand clerc pour deviner, en premier lieu, la récompense royale pour l'ensemble de sa carrière de magistrat et de diplomate et la volonté de s'attacher le noble retraité pour d'éventuels services extraordinaires, et, en second lieu, la volonté de se concilier un négociateur royal de premier plan en Guyenne et Gascogne. 44. Lors de la 5e guerre civile, le voici à nouveau chargé de mission par le Parlement de Bordeaux auprès du duc de Montpensier Louis III. Il se retrouve avec les soldats de l'armée royale dans le camp de Saint-Hermine, près de Poitiers. En 1577, il assiste à la pacification de Beaulieu. Homme d'une grande vitalité, ce catholique diplomate galant et tolérant y est au titre de gentilhomme de la chambre du roi de Navarre, gouverneur de Guyenne. Il a désormais des amis protestants, à commencer par Henri de Navarre qui n'hésite pas à loger chez lui en décembre 1584 et en octobre 1587, mais aussi la comtesse de Gurson, Diane de Foix pour laquelle il se mue à sa demande en pédagogue avec la Lettre sur l'institution des enfants, essai, et 26, la brillante Claude d'Estissac, fille de feu Louis de Madaillan d'Estissac, ancienne fille d'honneur de la reine Catherine de Médicis, pour laquelle il écrit « De l'affection des pères aux enfants », la belle et séduisante Madame de Gramont, comtesse de Guiche, à laquelle il dédie ses 29 Sonnets, essais, et 29, et à Madame de Duras, née Marguerite de Gramont, belle-sœur de la précédente qui apparaît à la fin du livre 2 des essais. Plus tard, malade, il n'hésitera pas non plus à s'absenter de chez lui plusieurs mois durant pour se faire soigner, ou voyager à travers l'Europe. Les essais. Articles détaillés, essais, Montaigne, et exemplaires de Bordeaux. La forme de ma bibliothèque est ronde et n'a de rectiligne que ce qu'il faut à ma table et à mon siège, et elle m'offre dans sa courbe, d'un seul regard, tous mes livres rangés sur 5 rayons tout autour. 45. Montaigne fait peindre sur les poutres de sa bibliothèque des sentences, en latin ou en grec, d'auteurs anciens. 46. Contrairement à une idée répandue, la maxime « que sais-je » en langue française n'y figure pas. 47. Sur la poutre la plus proche de son écritoire, l'adage latin de Terence « Je suis homme et crois que rien d'humain ne m'est étranger ». Dans son château, Montaigne s'est aménagé un refuge consacré à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs, sa bibliothèque. Je passe dans ma bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour,
Je suis au-dessus de l'entrée et je vois sous moi mon jardin, ma basse-cour 48, ma cour est dans la plupart des parties de la maison. Là je feuillette tantôt un livre, tantôt un autre, sans ordre et sans dessein, tantôt je rêve, tantôt je note et je dicte, en me promenant, mes rêveries que je vous livre. Il entame la rédaction des essais au début de 1572 à 39 ans et la poursuivra jusqu'à sa mort en 1592 à 59 ans, soit une vingtaine d'années, travaillant lorsque sa vie politique, militaire, diplomatique et ses voyages lui en laissent le loisir. Les premiers essais, livre et début du livre 2 composés en 1572 à 1573, sont impersonnels et ont une structure qui les rapproche des ouvrages de vulgarisation des enseignements des auteurs de l'Antiquité, ouvrages très à la mode alors, petite composition très simple rassemblant exemples historiques et sentences morales auxquelles s'accrochent quelques réflexions souvent sans grande originalité. Le moi est absent. Parmi mes premiers essais, certains sentent un peu l'étranger 49, reconnaît Montaigne qui s'efforcera dans les éditions de 1588 d'ajouter des confidences personnelles parfois mal jointes à l'ensemble. Puis, autour de 1579, au fur et à mesure qu'il comprend ce qu'il cherche à faire, il se peint lui-même. L'intérêt principal du livre passe dans ce portrait. Un genre est né. Si l'étrangeté et la nouveauté ne me sauvent pas, je ne sortirai jamais de cette sotte entreprise, mais elle est si fantastique et a un air si éloigné de l'usage commun que cela pourra lui donner un passage, me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis offert à moi-même comme sujet. C'est le seul livre au monde de son espèce, le dessin en est bizarre et extravagant. Il n'y a rien dans ce travail qui soit digne d'être remarqué sinon cette bizarrerie. 50. L'avant-propos de la première édition confirme. Je veux qu'on m'y voie dans ma façon d'être simple, naturelle et ordinaire, sans recherche ni artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront sur le vif, ainsi que ma manière d'être naturelle, autant que le respect humain me l'a permis. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre, il n'est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole. Adieu donc. De Montaigne, ce 1er mars 158 La première édition, environ 1 millier d'exemplaires, ne comportant que les 2 premiers livres, est publiée à Bordeaux en 1580. La deuxième en 1582, de retour de son grand voyage en Allemagne et en Italie, étant maire de Bordeaux. Dès 1587, un imprimeur parisien réimprime les essais sans attendre les annotations de Montaigne. Le livre se vend très bien. Une nouvelle édition, estimée à 4000 exemplaires, est éditée à Paris en 1588, avec le livre 3, où la peinture du moi atteint toute son ampleur et nous fait entrer dans l'intimité de sa pensée. Le succès de ces premières éditions, l'âge aussi lui donne de l'assurance, je dis la vérité, non pas tout mon soul, mais autant que j'ose la dire, et j'ose un peu plus en vieillissant. 52. Il est attentif à se montrer en perpétuel devenir, je ne peins pas l'être, je peins le passage, non un passage d'un âge à un autre, mais de jour en jour, de minute en minute. 52. Il est alors bien conscient de la portée de son projet, en s'étudiant pour se faire connaître, il fait connaître ses lecteurs à eux-mêmes. Si les gens se plaignent de ce que je parle trop de moi, moi je me plains de ce qu'ils ne pensent même pas à eux-mêmes. 52. Il prépare une nouvelle mouture de son livre, Elle, exemplaire de Bordeaux, quand il meurt en 1592. Soldat et diplomate. Portrait présumé de Michel de Montaigne. Il est vraisemblable que Montaigne, convoqué par le roi comme tout gentilhomme, a pris part aux guerres qui se sont déchaînées entre 1573 et 1577. Les essais ne disent pas à quels engagements il a pris part et les historiens et mémorialistes n'en font pas mention. Mais plusieurs allusions prouvent qu'il a été soldat et la part, le 10e, des livres et 2 consacrés à l'armement et aux problèmes de stratégie montre son intérêt pour la vie militaire. Mais il condamne la guerre civile et la guerre de conquête, s'il admet la guerre défensive. Quant aux cruautés des guerres religieuses,
Je pouvais avec peine me persuader, avant de l'avoir vu, qu'il eût existé des âmes si monstrueuses, pour inventer des tortures inusitées et des mises à mort nouvelles, sans inimitié, sans profit et à seule fin de jouir de l'amusant spectacle des gestes et des mouvements pitoyables, des gémissements et des paroles lamentables d'un homme mourant dans la douleur. 53. Montaigne est toujours resté discret sur ses activités de négociateur. Nous savons cependant par les mémoires de Desailly qu'il est chargé à la cour des négociations entre Henri de Navarre et Henri de Guise, peut-être en 1572. En 1574, à la demande du gouverneur de Bordeaux, il doit mettre fin à la rivalité entre les chefs de l'armée royale du Périgord et, en 1583, il s'entremet entre le maréchal de Matignon, lieutenant du roi en Guyenne et Henri de Navarre. Ce dernier lui rend visite à Montaigne en 1587. Enfin, en 1588, il est chargé d'une mission entre le roi de France et le roi de Navarre, mission dont on ignore l'objet précis mais dont la correspondance diplomatique fait état, proposition d'alliance militaire contre la Ligue, éventualité d'une abjuration d'Henri de Navarre. Montaigne décrit dans les essais l'attitude qu'il a toujours adoptée, dans le peu que j'ai eu à négocier entre nos princes. 54. Les gens du métier restent le plus dissimulés qu'ils peuvent et se présentent comme les hommes les plus modérés et les plus proches des opinions de ceux qui l'approchent. Moi je me montre avec mes opinions les plus vives et sous ma forme la plus personnelle, négociateur tendre et novice, j'aime mieux faillir à ma mission que faillir à moi-même. Cette tâche a pourtant été faite jusqu'à cette heure avec une telle réussite, assurément le hasard y a la part principale, que peu d'hommes sont entrés en rapport avec un parti, puis avec l'autre, avec moins de soupçons, plus de faveur et de familiarité. Voyageurs. Coffre du château de Montaigne dans lequel l'abbé Pruny, chanoine érudit et spécialiste de l'histoire du Périgord, retrouva le manuscrit du journal de voyage en 1770. Faire des voyages me semble un exercice profitable. L'esprit y a une activité continuelle pour remarquer les choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas de meilleure école pour former la vie que de mettre sans cesse devant nos yeux la diversité de tant d'autres vies, opinions et usages. 55. Montaigne après quelques crises douloureuses n'hésite pas à partir en cure jusqu'aux confins de l'Aquitaine. Il veut croire aux potions naturelles pour mieux vivre. Il accomplit un séjour estival aux eaux chaudes dans le Val de Sceaux en Béarn. Il fréquente les bains de Dax après chaque les bains, remonte la Dour jusqu'à Bagnères de Bigorre, gagne les eaux à Barbotan en Armagnac dans l'actuel département du Gers. Voyage en Allemagne et en Italie par l'équipage de Michel de Montaigne 1580 à 1581. En 1580, après la publication des 2 premiers livres des essais, Montaigne entreprend un grand voyage de 17 mois et 8 jours, départ et retour au château de Montaigne du 22 juin 1580 au 30 novembre 1581, à travers le royaume de France, la Lorraine, la Suisse, l'Allemagne du Sud, le Tyrol et l'Italie, à la fois pour soigner sa maladie la gravelle, colique néphrétique, dont son père avait souffert 7 ans avant de mourir dans diverses villes d'eau, se libérer de ses soucis de maître de maison, absent, je me défais de toute pensée de cette sorte, et je ressentirais alors moins l'écroulement d'une tour que je ne fais, présent, la chute d'une ardoise. 56, et du spectacle désolant de la guerre civile. Dans mon voisinage, nous sommes à présent incrustés dans une forme d'état si déréglé qu'à la vérité c'est miracle qu'elle puisse subsister. Je vois des façons de se conduire, devenues habituelles et admises, si monstrueuses, particulièrement en inhumanité et déloyauté que je ne peux pas y penser sans éprouver de l'horreur. 57. Le journal de voyage n'est pas destiné au public, le manuscrit archivé sera retrouvé presque 2 siècles plus tard après sa rédaction. C'est une simple collection de notes qui parle surtout de la santé de Montaigne, il fait noter ou note tous les symptômes de sa maladie qu'il veut apprendre à connaître, et des curiosités locales, sans le moindre souci littéraire.
La première partie, un peu moins de la moitié, est rédigée par un jeune secrétaire, également régisseur du voyage qui rapporte probablement sous la dictée les propos de Monsieur de Montaigne, et semble avoir été chassé après quelques malversations avérées dans les comptes après l'arrivée à Rome, la deuxième par Montaigne qui souhaite poursuivre le compte rendu, parfois en italien à titre d'exercice. Il permet de saisir Montaigne sans après. Les voyages sont alors non sans risque ni difficulté et fort coûteux, les voyages ne me gênent que par la dépense qui est grande et excède mes moyens. 58. Le seigneur Montaigne, qui part en grand équipage, son plus jeune frère Bertrand de Mathecoulon souhaite prendre des cours d'escrime à Rome, son beau-frère veuf Bertrand de Casélis, écuyer et seigneur de la Friche lui tient compagnie, un secrétaire, des domestiques, des mulets portant les bagages. Le jeune Charles d'Estissac, le fils d'une amie, qui se joint à lui et partage la dépense, est escorté d'un gentilhomme, d'un valet de chambre, d'un muletier et de 2 laquais, et qui aime les logis confortables, dut dépenser une petite fortune sur les routes des Europes. 59. Le journal permet de connaître très exactement l'itinéraire des voyageurs. 60. Il s'arrête en particulier à Plombières, 11 jours, à Bâle, à Baden, 5 jours, à Munich, à Venise, 1 semaine, à Rome au lieu de l'Antiquité romaine, 5 mois, et à Lucques, 17 jours. Montaigne obtient après quelques démarches administratives le statut de citoyen romain. Montaigne voyage pour son plaisir. S'il ne fait pas beau à droite, je prends à gauche, si je me trouve peu apte à monter à cheval, je m'arrête. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi? J'y retourne, c'est toujours mon chemin. Je ne trace à l'avance aucune ligne déterminée, ni droite ni courbe, j'ai une constitution physique qui se plie à tout et un goût qui accepte tout, autant comme au monde. La diversité des usages d'un peuple à l'autre ne m'affecte que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison d'être. 61. Les rencontres surtout l'intéressent, le plaisir de frotter et limer sa cervelle à celle d'autrui, autorité des lieux visités auxquels il rend toujours visite et qui le reçoivent souvent avec beaucoup d'égards, gens de savoir, personnalités religieuses les plus diverses. Un des intérêts du voyage est de mener une vaste enquête sur les croyances. Il est assez peu sensible aux chefs d'œuvre de l'art ou aux beautés de la nature. En septembre 1581, il reçoit au bain de Lucques la nouvelle qu'il a été élu maire de Bordeaux. Il prend alors le chemin du retour. Maire de Bordeaux. Portrait présumé de Michel de Montaigne. Huile sur toile attribuée à Étienne Martelange, 1587. Messieurs de Bordeaux 62 m'élurent maire de leur ville alors que j'étais éloigné de la France et encore plus éloigné d'une telle pensée. Je refusai, mais on m'apprit que j'avais tort, l'ordre du roi intervenant aussi en est l'affaire. 63. En arrivant à son château, Montaigne trouve une lettre du roi Henri III le félicitant et lui enjoignant de prendre sa charge sans délai. Et vous ferez chose qui me sera agréable et le contraire me déplairait grandement. 64, ajoute le souverain. Il est vraisemblable que ce sont les qualités de négociateur de Montaigne, sa modération, son honnêteté, son impartialité et ses bonnes relations avec Henri III et Henri de Navarre, qui l'ont désigné pour ce poste. À mon arrivée, j'expliquai fidèlement et consciencieusement mon caractère, tel exactement que je le sens être, sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur, sans haine aussi, sans ambition, sans cupidité et sans violence, pour qu'ils fussent informés et instruits de ce qu'ils avaient à attendre de mon service. Je ne veux pas que l'on refuse aux charges publiques que l'on assume l'attention, les pas, les paroles, et la sueur et le sang au besoin, mais je veux que l'on s'acquitte de ses fonctions en se prêtant seulement et accessoirement, l'esprit se tenant toujours en repos et en bonne santé, non pas sans action, mais sans tourment et passion. Sans passion surtout car, nous ne conduisons jamais bien la chose par laquelle nous sommes possédés et conduits. 65. Moyennant quoi, Montaigne déploie une grande activité pendant son mandat de maire pour conserver la ville en paix alors que les troubles sont incessants entre catholiques et protestants, le Parlement divisé entre catholiques ultras, la Ligue, et modérés, et la situation politique particulièrement délicate entre le roi de France,
représenté sur place par le maréchal de Matignon, lieutenant général, et le roi de Navarre, gouverneur de la province. Après 2 ans de fonction, il est réélu en 1583, rare honneur qui n'a été accordé que 2 fois avant lui, malgré l'opposition violente de la Ligue. À 6 semaines de l'expiration de son 2e mandat, 31 juillet 1585, la peste éclate à Bordeaux et fait de juin à décembre environ 14 000 victimes. Montaigne absent ne revient pas dans la ville pour la cérémonie d'installation de son successeur et regagne son château, avouant sans embarras dans une lettre 66 qu'il craint la contagion. Cet incident dont aucun contemporain ne parle déclenchera 3 siècles plus tard une polémique, les critiques de Montaigne lui reprochant d'avoir manqué aux obligations de sa charge. Dernières années. Portrait présumé de Montaigne par François Quesnel, vers 1588. Montaigne, mûri par ses expériences multiples, s'est remis à la rédaction des essais, et commence le livre 3 dont la sensibilité s'est singulièrement enrichie. Mais la situation s'aggrave et la guerre est à sa porte. Henri III vient de s'allier avec Henri de Guise, chef de la Ligue, contre Henri de Navarre déclenchant la 8e guerre civile. En juillet 1586, l'armée royale met le siège, avec 20 000 hommes, devant Castillon défendu par Turenne, à 8 km du château de Montaigne. J'avais d'une part les ennemis à ma porte, d'autre part les maraudeurs, ennemis pire 67. Il n'a pas répondu à l'appel convoquant la noblesse à combattre dans l'armée royale. Son abstention le rend suspect aux 2 parties, je fus étrillé par toutes les mains, pour le Gibelin, j'étais guelfe, pour le guelfe, Gibelin 68. La peste fait son apparition en août et gagne toute la région. Le 1er septembre, Castillon tombe. Pour fuir la peste, Montaigne abandonne son château avec sa mère, sa femme et sa fille dans des chariots. Pendant 6 mois, il va errer, mal accueilli par les amis à qui il demande refuge, ayant à changer de demeure aussitôt que quelqu'un de la troupe venait à souffrir du bout du doigt 69. Il rentre chez lui en mars 1587 pour retrouver son domaine dévasté par la guerre et la peste. Cet écroulement me stimula assurément plus qu'il ne m'atterra. Je me résigne un peu trop facilement au malheur qui me frappe personnellement, et, pour me plaindre à moi, je considère non pas tant ce que l'on m'enlève que ce qu'il me reste, 70. Turenne reprend Castillon en avril. Le 23 octobre, Henri de Navarre, après sa victoire de Coutras, arrive au château de Montaigne et y séjourne 2 jours, pour solliciter ses conseils. Montaigne embastillé, 10 juillet 1588. Note prise par Montaigne sur son Ephemeris Historica, à la fois mémento historique et agenda. En janvier 1588, à 55 ans, Montaigne part à Paris pour faire imprimer son livre, chargé aussi par le roi de Navarre et le maréchal de Matignon. Son fils aîné accompagne Montaigne, d'une négociation avec Henri III. Le voyage est mouvementé. Arrêté, dévalisé par une troupe de protestants près d'Angoulême, il est relâché sur l'intervention du prince de Condé. Il arrive à Paris le 18 février. Les ambassadeurs anglais et espagnols 71, qui connaissent ses liens avec Henri de Navarre, le soupçonnent d'être chargé d'une mission secrète auprès du roi, une alliance militaire contre la Ligue. On n'en sait pas plus, Montaigne ayant toujours gardé le silence sur ses activités de négociateur. En mai, toujours à Paris, il doit surveiller l'impression des essais de 1588. Il assiste à la journée des barricades qui accompagne l'entrée triomphante d'Henri de Guise. Le roi s'enfuit. Montaigne le suit. De retour à Paris en juillet, les autorités de la Ligue le font enfermer le 10 juillet à la Bastille. La reine-mère doit intervenir auprès du duc de Guise pour le faire libérer après une journée de rétention. C'est à Paris qu'il rencontre Marie de Gournay, 1565 à 1645, jeune fille de 22 ans, lectrice fervente de ses essais et admiratrice passionnée de son œuvre, à qui il propose, charmé par sa fougue et son infatigable soutien, de devenir sa fille d'alliance. Après la mort de Montaigne, Marie de Gournay consacrera sa vie et sa fortune à assurer jusqu'à 11 éditions posthumes des essais.
Montaigne va la visiter à Gournay-sur-Aronde et y séjourne à plusieurs reprises. Marie de Gournay transmettra aux philosophes érudits du vieil siècle, l'évêque Pierre-Daniel Huet ou la Motte le Veillère, l'héritage dit sceptique de Montaigne ainsi que des livres hérités de son père d'élection références nécessaires. En octobre ou en novembre 1588, il est à Blois où doivent se tenir les États généraux. Y est-il encore lors de l'assassinat des Guises le 23 décembre 1588 ou est-il de retour dans son château? Jusqu'à l'été 1590, il va se rendre encore à Bordeaux pour aider Matignon à maintenir la ville dans l'obéissance au nouveau roi Henri IV. Henri III, assassiné le 1er août 1589 par un moine ligueur, a publiquement déclaré Henri de Navarre son successeur. Puis jusqu'à sa mort en 1592, il va demeurer dans son château, perfectionnant, complétant les essais en vue d'une 6e édition. Qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans peine, j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde. 72. Mort. Portrait présumé de Michel de Montaigne, vers 1590. Les idées de Montaigne sur la mort ont évolué depuis 1572 quand il pensait, en stoïcien, que la grande affaire de l'homme est de se préparer à bien mourir. Il pense maintenant en épicurien qu'il faut suivre la nature. Nous troublons la vie par le souci de la mort. Je ne vis jamais un paysan de mes voisins réfléchir pour savoir dans quelle attitude et avec quelle assurance il passerait cette heure dernière. La nature lui apprend à ne songer à la mort que lorsqu'il est en train de mourir. 73. La mort est une chose trop momentanée, un quart d'heure de souffrance passive sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. 74. La mort est bien le bout, non pas le but de la vie doit être pour elle-même son but, son dessein. Et les essais s'achèvent sur une invitation au bonheur de vivre. C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d'autres manières d'être parce que nous ne comprenons pas l'usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes. Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. 75. Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1592, à 59 ans. Nous n'avons aucun témoignage direct de sa mort, mais 3 lettres d'amis qui n'ont pas assisté à ces derniers moments, 2 de Pierre de Bretsch, datées d'octobre 1592 et février 1593, ne donnant pas d'informations précises et parlant d'une mort, prise avec douceur, ajoutant, après avoir heureusement vécu, il est heureusement mort, et une d'Étienne Pasquier écrite 27 ans plus tard, en 1619, plus détaillée, parlant d'une esquinancie, tumeur de la gorge, qui l'empêcha de parler durant ces 3 derniers jours. Pasquier rapporte que Montaigne fit convoquer par écrit dans sa chambre sa femme et quelques gentilshommes du voisinage et que, pendant qu'on disait la messe en leur présence, il rendit l'âme au moment de l'élévation. Selon son vu, sa veuve le fait transporter à Bordeaux en l'église des Feuillants où il est inhumé. Son cœur est resté dans l'église de Saint-Michel de Montaigne. Lors de la démolition du couvent des Feuillants, ses cendres sont transportées au dépositoire du cimetière de la Chartreuse. Un an après son décès, son épouse commande au sculpteur prieur et Guillermin un cénotaphe monumental couvert par le gisant de Montaigne en armure, le aume derrière la tête, un lion couché à ses pieds. En 1886, ce cénotaphe est transféré en grande pompe dans le grand vestibule de la Faculté des Lettres de Bordeaux, devenu à présent le musée d'Aquitaine. Le monument a été depuis transféré dans une autre salle du musée. Les cendres du philosophe, mêlées à celles des dominicains des Feuillants, sont enfouies dans les murs du sous-sol du musée d'Aquitaine. En 2018, le directeur du musée d'Aquitaine Laurent Védrine, découvre dans ses réserves un tombeau anonyme situé à la plombe du cénotaphe 76. Une équipe de scientifiques procède à son ouverture un an plus tard.
Elle en extrait un premier cercueil avec une plaque de cuivre sur laquelle figure le nom du philosophe 77, puis un second cercueil en plomb. Un cylindre en plomb contenant une bouteille en verre protégeant un papier est également trouvé à côté du cercueil. Il s'agit d'un vélin daté de 1886 attestant que le corps de Montaigne a bien fait l'objet d'une réinhumation 78. Des analyses ADN sur les ossements devront confirmer l'identité de la dépouille 79. La chambre de Montaigne dans sa tour pourvue d'une cheminée et de 2 fenêtres, les murs étaient autrefois richement peints. La chambre de Montaigne dans sa tour pourvue d'une cheminée et de 2 fenêtres, les murs étaient autrefois richement peints. Bordeaux, Musée d'Aquitaine, cénotaphe de Montaigne. Bordeaux, Musée d'Aquitaine, cénotaphe de Montaigne. Information, cliquez sur une vignette pour l'agrandir. Son œuvre. Le style de Montaigne. La librairie où écrivait Montaigne, dans sa tour. Sur les poutres, les Maximes lui rappellent les principes essentiels. Montaigne choisit le français alors que les ouvrages philosophiques ou scientifiques sont écrits en latin et que le français, consacré comme langue administrative en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, est en pleine évolution. J'écris mon livre pour peu d'hommes et pour peu d'années. Si cela avait été une matière destinée à durer, il aurait fallu la confier à une langue plus stable. D'après la variation continuelle qui a accompagné la nôtre jusqu'à l'heure actuelle, qui peut espérer que sa forme actuelle sera en usage dans 50 ans d'ici? Depuis que je vis, elle a changé pour la moitié 55. Son style s'est développé en même temps que sa pensée. Les premiers essais de 1580 laissent voir une certaine raideur. N'ayant pas de sujet personnel, Montaigne n'a pas non plus de forme qui soit sienne. Il cherche alors à imiter le style de Sénèque 80. Quand il conçoit le dessin de ce peintre, il trouve son accent personnel. Pour l'analyse et pour la confidence, il faut s'assouplir et se détendre. Il adopte l'allure de la causerie familière. Il a pris conscience de ce qu'il voulait faire, mais aussi de la manière de le faire. Son style arrive à la perfection dans les essais de 1588, livre 3. Montaigne écrit son livre comme il parle 81, le langage que j'aime, c'est un langage simple et naturel, tel sur le papier qu'à la bouche 82. Il virevolte d'une pensée à l'autre. Pas de plan. Aucune rigueur dans l'ordonnance d'ensemble, ni dans la composition de chaque chapitre. J'aime l'allure poétique, par sauve et gambadès, je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique, les noms de mes chapitres n'en embrassent pas toujours la matière, mon style et mon esprit vagabondant l'un comme l'autre. Il faut avoir un peu de folie si l'on ne veut pas avoir plus de sottise 83. Ce qui caractérise son style, en même temps que le naturel et la simplicité, c'est une grande intensité d'expression. Montaigne veut une langue simple mais aussi expressive. Si j'avais pu ne me servir que des mots qui sont employés aux Halles de Paris 84. Sa langue abonde en emprunt au langage populaire, comme Rabelais qui lit avec plaisir. L'emploi de comparaisons et d'images prises souvent dans les faits de la vie quotidienne et les objets les plus familiers lui permet de concrétiser sa pensée et de nuancer des sentiments et des impressions qu'il est difficile d'exprimer par des mots. Dans l'habitude et la continuité de son style, écrit Sainte-Beuve 85, Montaigne est l'écrivain le plus riche en comparaisons vives, hardi, le plus naturellement fertile en métaphores, lesquelles chez lui ne se séparent jamais de la pensée, mais la prennent par le milieu, par le dedans, la joignent et l'étreignant. Ce style dont on peut dire qu'il est une épigramme continue, une métaphore toujours renaissante, n'a été employé chez nous avec succès qu'une seule fois, et c'est sous la plume de Montaigne. Montaigne n'arrive pas sans travail à ce style si original. Il revoit inlassablement ses essais pendant les 4 dernières années de sa vie. Les nombreuses corrections concernant le style ou le vocabulaire que l'on relève sur l'exemplaire de Bordeaux, resté sur sa table de travail après sa mort, témoignent d'un idéal d'art très élevé et d'une extrême rigueur envers soi-même.
Mes ouvrages à moi, il s'en faut tellement qu'ils me plaisent qu'au contraire autant de fois que je les réexamine autant de fois je suis par eux déçu et chagriné. J'ai toujours dans l'esprit une meilleure forme que celle que j'ai mise en œuvre, mais je ne peux pas la saisir et l'expliciter. 86. On peut s'étonner de voir Montaigne multiplier les citations latines, plus de 1300, pour orner et embellir ses réflexions, dans un livre aussi personnel, où il n'a d'autre objet que de se peindre. Il en est conscient. Nos pédants ne cessent de grappiller la science dans les livres, il est étonnant de voir comme cette sottise trouve exactement place chez moi. Je ne cesse d'écornifler par-ci, par-là, dans les livres, les pensées qui me plaisent, pour les transporter dans celui-ci où, à vrai dire, elles ne sont pas plus miennes qu'en leur première place. 87. Il explique avoir cédé au goût de ses contemporains. Tout ce qui vient de l'Antiquité jouit alors d'une vogue considérable, un homme instruit doit faire des citations pour prouver son érudition. J'ai concédé à l'opinion publique que ces ornements empruntés m'accompagnent, mais je ne veux pas qu'ils me recouvrent et qu'ils me cachent, c'est là le contraire de mon dessein, qui ne veut exposer que ce qui est mien, et ce qui est mien par nature, et si je m'étais cru à ce sujet, j'aurais, à tout hasard, parlé absolument seul. Je me charge tous les jours plus fortement d'emprunt, au-delà de mon dessein et de ma forme première, pour suivre la fantaisie du siècle et les exhortations d'autrui. Si cela ne me convient pas à moi, comme je le crois, peu importe, cela peut être utile à quelque autre. 88. Montaigne, qui subit l'influence du milieu littéraire, a pleinement partagé ce goût général, mais il va faire une œuvre profondément originale, si le grand public lit encore aujourd'hui les essais, écrit Michel Magnin 89, c'est que leur auteur a su s'arracher à cette fascination pour la culture livresque qui empèse et alourdit tous les beaux esprits d'alors. Ils furent légion, mais leurs œuvres croupissent, désormais inutiles, au fond des bibliothèques. Franc-tireur de l'humanisme, Montaigne ne se trouve jamais là où on l'attend. À la différence de ses confrères en parlerie, il est le premier sur la brèche à combattre, auprès des gens de cour et de guerre, la culture livresque lorsqu'elle conduit au pédantisme et au dessèchement de l'être. Et toujours, ajoute Pierre Villy 90, il leur oppose sa méthode à lui, celle dont il se sent maître et qu'il pense posséder presque seul à l'époque, je veux dire l'expression franche et libre d'une pensée personnelle, qui s'éclaire sans doute par les idées des anciens, mais qui est originale néanmoins. La philosophie de Montaigne. Le scepticisme représente un moment important de l'évolution de Montaigne. La devise qu'il fait graver sur une médaille en 1576, que sais-je, signifie la volonté de rester en doute pour rechercher la vérité. La balance dont les plateaux sont en équilibre, la difficulté de juger. La philosophie est la science qui nous apprend à vivre. 91, dit Montaigne. Il entend par philosophie le mouvement de la pensée vivante quand elle se confronte à l'essentiel, la mort, l'amour, l'amitié, l'éducation des enfants, la solitude, l'expérience, et à soi. C'est pour lui l'apprentissage de la sagesse, philosopher c'est vivre heureusement, ou le plus heureusement possible. C'est une très douce médecine que la philosophie, car des autres on n'en sent le plaisir qu'après la guérison, celle-ci plaît et guérit ensemble, on a grand tort de la peindre comme inaccessible aux enfants et avec un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Il n'est rien de plus gai, de plus allègre et peu s'en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps. 92. La philosophie de Montaigne, qui s'exprime le plus nettement dans les derniers essais à partir de 1588 et du livre 3, est l'aboutissement de ses expériences, magistrature, guerre civile, maladie, voyage, et de ses lectures philosophiques, systèmes qui l'ont influencé et modèles auxquels il a cherché à s'identifier, Caton, Épaminondas, Socrate enfin. Son évolution a été conforme à celle de la Renaissance elle-même, dit Pierre Villy 93, qui a commencé par répéter les leçons de l'Antiquité avant de produire des œuvres originales. L'évolution de sa pensée. Dans les premiers essais, Montaigne s'enthousiasme, comme beaucoup d'humanistes de son époque, pour le stoïcisme, celui des lettres à Lucilius de Sénèque en particulier, la raison bien préparée est toute puissante et la volonté suffit à supporter tous les malheurs.
En 1572, il écrit un essai pour prouver que le goût des biens et des maux dépend de l'opinion que nous en avons, I. 14. Dans l'essai que philosopher c'est apprendre à mourir, I. 20, de même tonalité, il emprunte la fin à Lucrèce, de la nature des choses, et à l'épicurisme. Mais dès qu'il commence à s'étudier lui-même et qu'il découvre ses vrais besoins, et sa nature, il sent que les remèdes de Sénèque sont trop violents pour lui et il va s'en éloigner peu à peu. À quoi nous sert cette curiosité qui consiste à imaginer à l'avance tous les malheurs de la nature humaine et de nous préparer avec tant de peine à l'encontre de ceux-mêmes qui peut-être ne sont pas destinés à nous atteindre? C'est non seulement le coup, mais le vent et le bruit qui nous frappent. Au contraire, le plus facile et le plus naturel serait d'en délivrer même sa pensée. 94. Il est certain qu'à la plupart des savants la préparation à la mort a donné plus de tourments que n'a fait la souffrance même de la mort. 73. Plutarque, Vie parallèle des hommes illustres, œuvre morale, dont l'influence sur Montaigne est considérable, plus de 400 emprunts dans les essais, l'aide à se montrer de plus en plus réservé à l'égard de ceux qui croient posséder la vérité absolue et incontestable. Le moraliste grec, traduit par Hémiate en 1572, observateur de la vie courante, oriente sa pensée dans le sens de la complexité psychologique et de l'analyse intérieure. Sous son influence, Montaigne va mêler de plus en plus la réflexion personnelle à ses essais et développer son goût pour une morale familière, simple et pratique. Vers 1576, à la lecture du sceptique grec Sextus Empiricus, esquisse pyrrhonienne, Montaigne adopte comme mode de pensée le scepticisme qui représente un moment important de son évolution et un aspect définitif de sa sagesse, une grande circonspection dans le jugement et une extrême prudence à se défendre des préjugés qui envahissent l'esprit de l'homme, du seul fait qu'il appartient à une époque, à un milieu, qu'il l'ait pris dans un engrenage d'habitudes et d'idées. Il en expose la doctrine dans son essai Apologie de ce bon qui est un véritable livre à lui tout seul, 3 fois plus long que le plus long de ses essais. Enfin, à travers Platon et Xénophon, il a accès à Socrate, le maître des maîtres 9, dont la personnalité domine le livre 3. Souffrant de la gravelle depuis 1578, il a du mal à supporter la douleur. Je suis éprouvé un peu trop rudement pour un apprenti et par un changement bien soudain et bien rude, étant tombé tout à coup d'une condition de vie très douce et très heureuse dans la plus douloureuse et la plus pénible qui puisse s'imaginer. 95. Il voit la mort tout près de lui. Il a là une ample matière à observation. Il se sent en possession d'idées bien siennes, originales. Il se jugera lui-même dans le chapitre sur la présomption, et se reconnaîtra un seul mérite, celui d'avoir un jugement bon. Je pense avoir des opinions bonnes et saines, mais qui n'en croient pas autant des siennes. L'une des meilleures preuves que j'en ai, c'est le peu d'estime que j'ai de moi. 96. Plus encore que ses idées, écrit Pierre Villy 97, il a une manière critique qui le distingue parmi ses contemporains, il a le sentiment que tout est relatif. Il sait qu'il ne faut pas affirmer trop vite, que les choses ont bien des faces, qu'il faut tourner autour et les examiner sous bien des aspects avant de prononcer un jugement. Il sait que ses idées sont relatives à lui-même, qu'elles n'ont pas l'ambition de régenter les autres, qu'elles présentent au public non ce qu'il faut croire, mais ce que croit Montaigne, qu'elles ne sont que la peinture de ses humeurs. Les autres façonnant l'homme, moi je le raconte, et je peins un homme particulier bien mal formé. 98. La sagesse de Montaigne. Portrait de Montaigne ornant l'édition des Essais de 1608, estampe de Thomas Deleu d'après l'huile sur toile du musée Condé. Le quatrain qui suit est attribué, sans fondement, à Malherbe. Il aboutit ainsi peu à peu à une philosophie très personnelle qui est l'expression de sa personnalité bien qu'elle soit faite de pièces empruntées à la grande philosophie grecque dont il se sent si proche. Ne cherchez pas quelque principe logique qui en cimente les différentes parties et bâtisse un système, dit Pierre Villy 99. Il n'y a pas de système chez Montaigne. Le seul lien qui unisse entre elles toutes ces idées, c'est sa personne, ce sont ses goûts, ses besoins, ses habitudes, qui tous s'expriment par elle.
L'épicurisme de Montaigne ne fera que s'accentuer avec le temps, il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu'on peut la tristesse. 55. Mais il reste un philosophe sceptique et n'arrive pas à croire que les autres aient pu se fier totalement à leur propre conception. Je ne me persuade pas aisément qu'Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leur nombre. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi sur une chose aussi incertaine et contestable, sans. La sagesse de Montaigne est une sagesse pour les gens ordinaires. Qui ne se sent plus proche de Montaigne que de Socrate et d'Épicure, ou qui ne sent Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile, plus vrai. Montaigne accepte de n'être pas un sage, et c'est la seule sagesse peut-être qui ne mente pas, la seule, en tout cas, que nous puissions viser, nous, sans mentir ni rêver. Est-ce encore une sagesse? Ceux qui ont lu les essais savent bien que oui, et que c'est la plus humaine, la plus merveilleusement humaine. Montaigne est un maître, aussi grand que les plus grands, et plus accessible que la plupart sans un. Il nous apprend à suivre la nature. La nature a maternellement observé ce principe que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également, et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir. C'est une injustice de détériorer ces règles sans deux. À savoir rester libre. Mon opinion est qu'il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. 03. À ne pas se prendre au sérieux. La plupart de nos occupations sont comiques. Il faut jouer notre rôle comme il faut, mais comme le rôle d'un personnage emprunté. 104. À se méfier de tous les extrémismes. Le peuple se trompe, on va bien plus facilement par les bouts, là où l'extrémité sert de borne d'arrêt et de guide, que par la voie du milieu large et ouverte, mais bien moins noblement et de façon moins estimable. 105. À être tolérant. Je ne partage point cette erreur commune de juger d'un autre d'après ce que je suis. Je crois aisément qu'il y a des qualités différentes des miennes, je conçois et crois bonnes mille manières de vivre opposées, au contraire du commun des hommes, j'admets en nous plus facilement la différence que la ressemblance. 106. J'estime tous les hommes mes compatriotes. 55. Et surtout à aimer la vie telle qu'elle est et à la goûter pleinement. J'ai un dictionnaire tout à fait personnel, je passe le temps quand il est mauvais et désagréable. Quand il est bon, je ne veux pas le passer, je le goûte à nouveau, je m'y arrête. Il faut passer le mauvais en courant et s'arrêter au bon. 107. N'hésitons pas à bien accueillir les plaisirs voulus par la nature. Quand je danse, quand je dors, et même quand je me promène seul terme dans un beau verger. 108. Si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelque partie du temps, une autre partie du temps je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. 109. Et à savoir les amplifier. Les autres ressentent la douceur d'une satisfaction et de la prospérité, je la ressens comme eux, mais ce n'est pas en passant et en glissant. Il faut plutôt l'étudier, la savourer et la ruminer pour en rendre grâce comme il convient à celui qui nous l'accorde. Eux jouissent des autres plaisirs comme ils le font de celui du sommeil, sans les connaître. Afin que le dormir lui-même ne m'échappât point stupidement ainsi, j'ai trouvé bon autrefois qu'on me le troublât pour que je l'entrevisse. 110. Sans toutefois en être la dupe, en sachant qu'en tout cela il n'y a que vanité. Moi qui me vante d'accueillir avec tant de soin les agréments de la vie, je n'y trouve, quand je les considère ainsi avec minutie, à peu près que du vent. Mais quoi? Nous sommes à tous égards du vent. Et encore le vent, plus sagement que nous, se complaît à bruire, à s'agiter et il est content de ses propres fonctions, sans désirer la stabilité, la solidité, qualités qui ne sont pas siennes. 111. Jugement sur Montaigne. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Sa personnalité et sa vie ont suscité des images contradictoires, sceptique retiré dans sa tour d'ivoire, égoïste ou généreux, lâche ou courageux, ambitieux ou sage souriant,
stoïcien ou épicurien, chrétien sincère ou libre penseur masqué, catholique convaincu ou sympathisant de la Réforme, esprit serein ou mélancolique redoutant la folie. Les portraits qu'on a donnés de Michel de Montaigne sont aussi divers que les interprétations des essais 112. Le scepticisme de Montaigne a suscité de nombreuses réactions, de la part de Descartes et Pascal notamment 113. Dans les Pensées, Pascal juge son entreprise avec sévérité, le sot projet qu'il a de se peindre 114, reprochant notamment à Montaigne son manque de piété et sa désinvolture vis-à-vis du salut. En revanche, Voltaire lui est très favorable, savant dans un siècle d'ignorance, philosophe parmi des fanatiques, Montaigne qui peint sous son nom nos faiblesses et nos folies, est un homme qui sera toujours aimé 115. Quant à Nietzsche, il écrit « Je ne connais qu'un seul écrivain que, pour l'honnêteté, je place aussi haut, sinon plus, que Schopenhauer, c'est Montaigne. » En vérité, qu'un tel homme ait écrit, vraiment la joie de vivre sur cette terre en a été augmentée 116. Hommage. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? À Paris, dans le quartier latin, une statue en bronze de Paul Landowski, 1875 à 1961, datant de 1934, représente Montaigne assis et souriant. Elle se trouve rue des Écoles à Paris face à l'entrée principale de la Sorbonne, numéro 47, le long du square Samuel Paty, place Paul Pinlevé, dans le 5e arrondissement. Une pièce de 10 € en argent émise en 2012 par la Monnaie de Paris présente un portrait de Montaigne pour symboliser sa région natale, l'Aquitaine. Œuvre de Montaigne. Les éditions des Essais. Le fameux exemplaire de l'édition de 1588 connu sous le nom d'exemplaire de Bordeaux sur lequel l'auteur a accumulé corrections et additions jusqu'à sa mort en 1592, longtemps considéré comme la dernière volonté littéraire de Montaigne. Éditions originales. Essais, livre et 2, Bordeaux, Simon Millange, 1580, lire en ligne archive. Essais, livre et 2, Bordeaux, Simon Millange, 1582, lire en ligne archive. Essais, livre et 2, Paris, Jean Richer, 1587. Essais, livre I, 2 et 3, Paris, Abel Langelier, 1588, lire en ligne archive. Essais, édition posthume, Paris, Abel Langelier, 1595, établi par Pierre de Bretsch et Marie de Gournay, préface de Mademoiselle de Gournay. Édition scientifique. Essais, édition. F. Strauski, P. Villy, F. Gédelin, dite édition municipale, 1906 à 1933. Essai, reproduction phototypique de l'exemplaire de Bordeaux, Paris, Hachette, 1912, réimpression Slatkin, 1988, 3 volumes. Essai, reproduction typographique de l'exemplaire de Bordeaux, Paris, Imprimerie nationale, 1913 à 1931. Essai, reproduction photographique du texte de 1580, Genève, Slatkin, 1976. Édition de référence. Essai, édition. Villy-Saulnier, reproduisant l'exemplaire de Bordeaux, Paris, Puf, 1965, réimpression en 2 volumes, 1978, avec notice, notes et répertoire des sources par P. Villy dont la thèse sur les sources et l'évolution des essais, 1933, fait toujours autorité. Réimpression dans la colle quadrige, Puf, 2004. Cette édition distingue par des lettres les strites successives du texte des essais, A désigne le texte de 1580, B le texte de 1588, C le texte postérieur. Les essais, édition du texte de 1595 établi, presenté et annoté par J.C.A. en collaboration avec des J.A.I., B. Boudou et I. Pantin, avec table des matières ajoutées au XVIe siècle, la Pochothèque, livre de poche / classique moderne, 2001, 1854 p. Essai, édition.
J. Balsamo, C. Magnin Simonin et M. Magnin, reproduisant l'édition posthume publiée en 1595 par Marie de Gournay, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, suivi des Sonnets de la Boétie supprimés en 1588, des annotations de Montaigne sur des livres de sa bibliothèque, et du recueil de sentences latines et grecques peintes sur les poutres de sa bibliothèque. Cette édition, comme la précédente, prend à revers la tradition installée depuis le début du XVe siècle par F. Straussky et Pevilly, adoptant pour base l'exemplaire de Bordeaux que les éditeurs de la Pléiade tiennent pour un premier état de l'édition de 1595, esquissé en marge du texte de 1588. Il conjecture l'existence d'un état définitif du texte en deux exemplaires disparus, l'un resté en Gascogne, l'autre envoyé à Paris pour établir l'édition de 1595. Édition en français moderne. Les essais, orthographe modernisée par Claude Pingano, Arléa, 1994, 813 p. Essais, transcription en français moderne par Alain Lee, à partir de l'exemplaire de Bordeaux, Colquarto, Gallimard, 2009. Cette édition conserve la structure de la phrase de Montaigne. Essai, traduction en français moderne par Guy de Pernon, à partir de l'édition de 1595, parution sur Internet, 2008. Des idées que l'on se fait sur soi, de la présomption, traduction en français moderne, à partir de l'édition de 1595, par Christophe Salahune, 1001 nuits, 2014. Des cannibales, des voitures, des coches, des idées que l'on se fait sur soi, de la présomption, traduction en français moderne, à partir de l'édition de 1595, par Christophe Salahune, The Minute Philosophée, 2019. Les essais, transcription en français moderne par Bécombeau, à partir de l'édition de 1595, préface Monsieur Onfray, Colbouquin, Robert Laffont, 2019. Cette édition conserve la structure de la phrase de Montaigne. Journal de voyage. Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 1581, avec des notes par Monsieur de Kerlon. Édition par Meusnier de Kerlon du journal rédigé en route et non repris par Montaigne. Rédigé partiellement en italien. 2 volumes in acto. Le G, Rome et Paris, 1774. Lire en ligne sur Wikisource.